Richard Branson. Ce nom évoque tout de suite un empire commercial, des aventures incroyables. Mais pour vraiment comprendre qui il est, l'histoire ne commence pas dans un bureau. Non, elle commence au milieu de l'océan Atlantique, alors qu'il se bat pour rester en vie. Alors, allons-y. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, et une aventure complètement folle a démarré. En fait, cette petite phrase, elle résume tout Branson, un mélange de confiance, d'audace, et, il faut le dire, un appétit quasi insatiable pour le défi. Ok, on y va. On plonge direct dans le vif du sujet. Imaginez, on est en 1987. Et là, Richard Branson, avec son copilote Per Lindstrand, a un objectif complètement fou. Être les tout premiers à traverser l'Atlantique en montgolfière. Pour bien se rendre compte, il faut comprendre un truc. Leur record de distance à l'époque, c'était moins de 1000 km. Eux, ils voulaient en faire plus de 500-600. C'était pas juste un défi, c'était un saut dans l'inconnu. Un truc que personne n'avait jamais même osé imaginer. Un vrai pari contre la nature. Et le pire, c'est qu'ils réussissent. Ils traversent de l'Atlantique. Mais c'est là que tout dérape. En approchant de l'Irlande, ils vont beaucoup trop vite. Droit sur des lignes à haute tension. Pour les éviter, une seule solution, remonter en urgence. Et là, c'est le début du cauchemar. Le mécanisme qui est censé détacher la capsule du ballon, il lâche. La montgolfière, devenue incontrôlable, repart vers le ciel à une vitesse folle. Per Lindstrand lui reste aux commandes, mais pour Branson, il ne reste qu'un seul choix, sauter. Sauter dans une eau glaciale. Le voilà donc, seul, flottant dans un Atlantique à 12 degrés, à des bornes de la côte. La question qu'on se pose tous, c'est « mais pourquoi ? Pourquoi un homme d'affaires aussi puissant irait-il risquer sa vie comme ça ?» Eh bien, cette situation, aussi folle soit-elle, c'est en fait la parfaite métaphore de toute sa carrière. Et pour comprendre ça, il faut qu'on rembobine. Alors, retour en arrière. On va aller chercher les racines de cet esprit rebelle, de cette façon si particulière de voir le business. Faut savoir qu'à l'école, Branson n'était pas vraiment un élève modèle. Au contraire, on le prenait pour un paresseux. Son proviseur lui a même sorti un jour « Toi, tu finiras soit en prison, soit millionnaire ». La vérité, c'est qu'il était dyslexique. Ça l'empêchait de suivre comme les autres, mais ça l'a aussi forcé à développer une sorte de super-pouvoir, simplifier, rendre les idées complexes super claires. Et ça, c'est devenu la base de tout ce qu'il a construit. Et à partir de là, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. D'abord un petit magazine étudiant, puis un magasin de disques qui casse les prix, et enfin son propre label. Son vrai coup de génie, ça a été de signer les groupes que personne ne voulait. Le meilleur exemple, les Sex Pistols, le groupe le plus controversé de l'époque. Et là, ce n'était plus juste un business qui marche, c'était la naissance de l'ADN de Virgin, rebelle, jeune et complètement anti-système. Bon, il a mis le monde de la musique à ses pieds. Et après, il s'est attaqué à un morceau encore plus gros. Un pari qui, sur le papier, avait l'air complètement suicidaire. Défier les géants de l'aviation. Et l'idée, elle est née de la manière la plus Branson possible. Il est coincé à l'aéroport, son vol est annulé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se plaint pas. Non, il loue un avion, il prend une ardoise, il écrit Virgin Airways dessus et il vend des places aux autres passagers bloqués. C'est ça, sa philosophie. Une entreprise, ça naît d'une frustration, d'un problème à résoudre. Et c'est exactement comme ça qu'est né Virgin Atlantic. Faut bien imaginer le tableau. C'était David contre Goliath. D'un côté, on a British Airways, une institution, une flotte gigantesque. De l'autre, Virgin Atlantic, avec un seul avion, d'occasion en plus. Alors Branson, il a misé sur la seule chose que les autres ignoraient. L'expérience, le fun, un service plus cool, plus humain. Évidemment, British Airways n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié. Ils ont même lancé ce qu'on appelait une campagne de sales coups pour essayer de le couler. Et pour survivre, il a dû faire un choix terrible, un vrai sacrifice, vendre Virgin Records. L'entreprise de son cœur, celle par qui tout avait commencé. La légende dit qu'il a pleuré en signant le contrat. C'était le prix à payer pour que Virgin Atlantic ne s'écrase pas. Cette histoire, elle nous montre quelque chose d'essentiel dans la méthode Branson, son rapport à l'échec. Parce que loin de le voir comme une fin en soi, pour lui, c'est juste une étape du processus. Le meilleur exemple, c'est la guerre des sodas. Dans les années 90, Branson est au sommet de sa confiance. Il se dit que la marque Virgin est tellement forte qu'elle peut tout vendre. Et il décide de s'attaquer à qui ? À Coca-Cola, rien que ça. Pour le lancement, il débarque à Times Square au volant d'un tank. L'image est iconique. Le résultat, lui, l'a été beaucoup moins. Virgin Cola a été un flop monumental. Un échec total. Coca-Cola était tout simplement trop puissant, il contrôlait toute la distribution. Branson a lui-même reconnu qu'il avait été naïf. Mais au lieu de se cacher, il en a tiré une de ses leçons les plus importantes. Un échec, c'est pas la fin du monde. C'est juste une information. De la data, comme on dirait aujourd'hui. Une occasion d'apprendre et de faire mieux. Et cette philosophie, elle nous ramène à notre point de départ, à ce ballon au-dessus de l'Atlantique. C'est cette capacité à risquer, à échouer et à apprendre qui lui a permis de survivre, littéralement, et de bâtir l'empire qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, que s'est-il passé? Eh bien, après 2 longues heures dans cette eau glaciale, un hélicoptère de la marine l'a repêché. Son copilote, Per Lindstrand, a accompli un véritable exploit en réussissant à poser la capsule endommagée. Ils étaient vivants. Et ils avaient battu le record. Cet épisode est devenu le symbole même de Virgin, frôler la catastrophe, mais s'en sortir grâce à une persévérance à toute épreuve. Et c'est avec cette mentalité de survivant et de parieur qu'il a bâti un empire qui compte aujourd'hui plus de 400 entreprises. Un empire qui touche à tout, c'est ça qui est fou. Des avions, des trains, des téléphones, des salles de sport, des banques, et même du tourisme spatial. Mais derrière tout ça, il y a toujours la même idée. Débarquer dans un secteur un peu endormi et tout bousculer en se concentrant sur une seule chose, l'expérience des gens. Et le bilan de toute une vie passée à faire des paris plus fous les uns que les autres, une fortune estimée à plus de 3 milliards de dollars. Alors, si on devait résumer la méthode Branson en quelques points, ça donnerait quoi? Premièrement, la marque, c'est lui. C'est une personne, une histoire. Deuxièmement, il n'a jamais attendu d'être un expert pour se lancer. Il a appris en faisant. Troisièmement, chaque échec est devenu une leçon, une source de motivation. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il a toujours fait en sorte que le business reste une aventure, un plaisir. De l'enfant dyslexique que le système scolaire rejetait, au milliardaire anobli qui a touché les étoiles, son parcours prouve une chose. Le plus grand risque dans la vie, c'est finalement de n'en prendre aucun. Et son histoire, au fond, elle nous renvoie une question toute simple. Et nous, quel est notre défi irréalisable? Quel est ce truc qui nous paraît fou, mais qu'on rêverait de tenter?